Déjà, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que je suis ravi d'être là. Je trouve ça assez fabuleux. On vient d'en discuter à notre table. C'est presque mieux des fois que d'être en conférence parce qu'on est aussi en capacité de faire plein de choses à la maison. Euh, et puis, juste un petit détail, c'est que moi, je vois juste la présentation, donc je vois pas ce que vous écrivez, donc ça va pas me perturber. Mais si vous voulez vraiment à un moment donné partager des questions, mettez-les bien dans le Q&A pour qu'on puisse les relire tout à l'heure. Alors, je suis Alain Zaccarou, je suis CTO chez L'Occitane. Je vais vous parler un peu de moi après, juste pour que vous compreniez d'où je viens et pourquoi je peux vous parler de certaines choses. Sachez que je suis là juste pour vous partager des choses. Je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai pas besoin d'essayer de vous plaire ou quoi que ce soit. Ce n'est plus. J'étais consultant, donc c'était un peu mon rôle à un moment donné. Ce n'est plus le cas. Là, je suis vraiment dans un objectif de vous partager et surtout de vous expliquer un peu ce que j'ai pu découvrir. Et je n'ai aucune ambition de dire que ce sont par exemple des best practices, qui est un mot qui m'horripile de plus en plus. C'est simplement des expériences dans certains contextes que j'ai eus et que je vais vous partager. Je travaille chez L'Occitane et j'ai la chance de travailler dans une boîte qui, on le sait peut-être pas assez, alors on m'a dit de mettre certaines slides, qui aujourd'hui accompagne cette crise-là. On a donné plus d'1 million de produits de manière solidaire. Et en plus, alors ça c'est une spéciale pour Mairie, moi je suis ambassadeur de tout ce qui va toucher au gender balance dans l'entreprise. Je crois énormément à la diversité et j'accompagne ça et on a mis en place très récemment un programme de parental leave qui fait que on offre aux pères 12 semaines voilà, de partout dans le monde et 20 semaines pour les femmes. Et pourquoi? Parce qu'on considère que c'est très important d'accompagner sa compagne pendant cet acte magnifique d'avoir un enfant. Et donc chez L'Occitane, j'ai en charge des équipes IT qui sont réparties un petit peu de partout dans le monde. Et j'avoue que la presse d'Alexandre juste avant était super intéressante parce qu'aujourd'hui, nous, on essaye de faire de l'agilité avec des équipes qui sont sur tous les continents et avec une grande diversité donc culturelle et tout un tas de difficultés, des tranches horaires qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on essaye malgré tout de faire de l'agilité. Alors, pour moi, l'agilité, ça a commencé. Alors, oui, en préambule, je vous l'ai déjà dit, hein, mon objectif, c'est vraiment de vous partager une expérience que j'ai eue. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Hein, pendant les 3 dernières années où j'étais, juste avant de rejoindre l'Occitane, chez Autotechnologie, et j'ai travaillé avec une quinzaine de codir à les accompagner à essayer de comprendre ce qu'était l'agilité. Et c'est ça le but de ma conférence, de ma présentation, c'est de vous partager un petit peu ce que j'ai appris à ce moment-là. Donc, je vais vous faire une petite introduction pour vous dire d'où je viens autour de l'agilité, puis surtout vous raconter dans cette période d'accompagnement des cotiers ce qui n'a pas fonctionné pour vous parler de ce qui a un peu mieux fonctionné et les leçons que j'ai apprises. Alors, pour moi, l'agilité, j'y suis tombé en 2004 lorsque j'ai rejoint une société. Donc, j'étais développeur, j'ai passé 10 ans dans une entreprise et puis voilà, je faisais déjà du remote à l'époque et j'avais un peu plus de cheveux. D'ailleurs, ça, c'est une coupe coronavirus pour que tout le monde sache, parce que j'ai vu que ça trollait sur les coupes de cheveux, donc voilà, je me suis préparé. Et donc, à cette époque-là, je rejoins une société que je vais appeler de rebelles, qui s'appelle Octotechnologie. On est une quarantaine. Et pour moi, tout change. C'est-à-dire que jusqu'à présent, voilà quelles étaient mes lectures. J'étais un software développeur, j'adorais ce que je faisais et je lisais des bouquins sur le code et comment faire du meilleur code. Et ma vie, c'était le code. Et puis, j'arrive dans une société où d'un seul coup, on me dit, ouais, le code, c'est bien, maîtriser la technologie, c'est bien, mais en fait, ce qui est vachement bien, c'est aussi de comprendre qu'on travaille avec des êtres humains. Et donc, à ce moment-là, ça change complètement. On me parle euh, d'agilité, on me parle de lean, on me parle de comment on va travailler ensemble. Et ça a complètement révolutionné ma manière de voir les choses. Je crois que cette période-là, aux alentours de
c'est vrai que le manifeste agile arrive à ce moment-là, mais c'est un moment qui est un moment clé dans l'IT parce que c'est une rébellion. Et la rébellion, elle n'est pas uniquement sur la méthode de travail, sur comment développer du software, mais elle est aussi, si vous vous rappelez, pour ceux qui s'en souviennent, elle est sur une rébellion autour de la technologie aussi. C'est une époque où à un DSI, on lui dit continue à choisir IBM parce qu'on ne te reprochera jamais de choisir IBM. C'est plus vrai aujourd'hui. C'est une époque où on a, pour ceux qui ont connu, SOAP pour faire des connexions avec pour se connecter à des services web, pour faire de la SOA. Et la communauté de rebelles dit fuck, ça m'intéresse pas, il faut quelque chose de plus simple. Et c'est le même moment où des agilistes disent fuck à tout un tas de méthodes qui sont trop contraignantes. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer la complexité avec ce type de méthode-là, et de la même manière qu'on ne peut pas gérer la complexité avec du SOAP et des UJB 2.0 pour ceux qu'on connaît. Et donc, voilà, et avec Octo, on commence à faire de l'agilité, et puis on commence à utiliser ces méthodes-là pour démontrer qu'on peut délivrer mieux. Et des méthodes qui s'appelaient d'ailleurs à l'époque Extreme Programming. Et puis on s'est aperçu que finalement, c'était pas juste une problématique de delivery, évidemment, c'était une problématique de communication avec le business. Et c'est pour ça qu'on a étendu les équipes jusqu'au business, et donc on a impliqué le business très fortement dans le delivery en parlant en essayant de passer du mode projet au mode produit. Un produit qui a du sens, qui apporte de la valeur pour le business. Et puis, plus récemment, on s'est dit, mais en fait, cette agilité, elle est utilisable et on peut la mettre en œuvre dans d'autres fonctions de l'entreprise où il n'y a pas du tout d'IT, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RH agile, du marketing agile, et faire des produits. Alors, par exemple, chez l'Occitane, on a des équipes qui sont sur le produit, uniquement sur des crèmes pour main, et qui font ça maintenant de manière agile, où on diminue les temps de cycle pour passer de l'idée à la réalisation. Et nous, avec Octo, on se posait des questions, mais on s'aperçoit que pour cela, c'est encore mieux quand, on va dire, les leaders de l'entreprise sont convaincus. Puisqu'on a fait des projets agiles, on s'est aperçu que ça a marché dans certaines entités de l'entreprise. Et puis, dans certaines entreprises, du coup, si le top management n'était pas impliqué, n'avait pas compris ce changement de mindset nécessaire, on se faisait écraser, quoi. Et puis on repartait de zéro. Et donc on s'est dit, il faut aller taper au plus haut, si l'on peut. Allons essayer de convaincre le top management de l'entreprise, le CODIR, le COMEX, et leur expliquer ce qu'est l'agilité. Alors, dans mon job précédent, dans ma vie précédente de consultant, j'avais tout le temps une aide fondamentale, c'était ma meilleure amie, c'était la Harvard Business Review. Parce que la Harvard Business Review, dès qu'il mettait sur la couverture quelque chose comme ça, par exemple, ça a aidé d'un seul coup à avoir des contacts au plus haut placés qui disaient, mais en fait, l'agile, j'aimerais que vous nous expliquiez, quoi. Alors, la plupart du temps, les articles à l'intérieur c'est de la vulgarisation qui sont pas très très bien faits. Mais pour information, c'est pas très grave parce que les patrons, généralement, ne lisent pas l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils regardent juste la couverture et ça leur suffit déjà pour se faire une idée. Et donc, de plus en plus, on a eu des demandes comme ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir expliquer l'agilité au CODIR? Avec quand même le corollaire qui est en 1 heure, car ce sont des gens mais vraiment très occupés. Bon, alors, qu'est-ce qu'un CODIR? Un CODIR, c'est un écosystème qui est assez rare. Les directeurs, la plupart du temps, ils sont super busy. Ils expriment assez rarement leurs émotions, leur vulnérabilité, même si c'est quand même en train de changer. C'est rarement une équipe, c'est souvent une meute. Et c'est souvent dysfonctionnel parce que très faible capacité, compétence d'écoute. Et c'est largement dirigé par l'ego. Alors, quand vous voulez aller expliquer l'agilité qui fondamentalement est presque opposée à tout cela,
C'est pas toujours évident. Alors, du coup, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché assez rapidement, c'est la présentation d'une heure. Voilà. J'en ai fait plein et c'est-à-dire que les gens vous remercient, hein, ils sont cordiaux, ils vous disent super, merci. Vous êtes même payé pour ça, des fois cher, mais en vrai, aucun impact. La plupart du temps, la moitié écoute. Si en plus c'est le DSI ou si ça vient de l'IT, bon, c'est assez mal perçu. C'est encore un truc de geek. Et assez fréquemment, ce qu'on disait, c'est modèle contre modèle, c'est-à-dire, bon, allez, vous venez de nous parler quelque chose, mais moi j'ai un autre modèle en tête, le command and control, et ça me suffit. Donc ça ne marche pas. En tout cas pour moi, ça n'a pas marché. Et puis on a essayé donc avec Octo, on s'est dit, mais en fait, il faut leur faire toucher du doigt, quoi. Il faut qu'ils ils comprennent ce que c'est que l'agilité. Donc on a essayé du Lego Force Run, par exemple, qui est génial, Lego Force Run, pour comprendre l'agilité. Puis il y a d'autres manières de le faire, d'autres jeux, d'autres serious games pour ça. Et là non plus, ça n'a pas très bien marché, parce que là, c'était ego contre ego. C'est-à-dire qu'en plein milieu, les gens, j'ai eu des directeurs qui ont dit, mais en fait, je suis pas là pour jouer. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour certains, mais c'était pas un franc succès, quoi. Donc, on a essayé d'autres choses. Et il y a eu un moment particulier, beaucoup de chance. J'ai fait la connaissance de Betsy Paris-Pézard, que vous voyez ici à côté de moi sur la photo, et qui est une coach en mindfulness. Et là, on a connecté, connect the dots en anglais, on a connecté les sciences, l'agilité, le mindfulness. Et je vais vous en parler parce que, et ça c'est une opinion personnelle, mais ce matin, Isabelle et Alexis en parlaient beaucoup, quoi. Si on veut comprendre pourquoi il faut changer, et si on veut accompagner les gens dans le changement, il faut les toucher de manière profonde et radicale. Et c'est vraiment des mots que je crois, des adjectifs que je trouve importants si on veut faire en sorte que l'agilité soit accomplie au plus haut niveau. On ne peut pas y aller avec une demi-mesure, on ne peut pas promettre des choses et il faut faire en sorte que des gens puissent vraiment le toucher du doigt, voire à un moment donné que ça soit presque, on va en parler tout à l'heure, une douleur, qui comprennent qu'ils doivent être impliqués fortement là-dedans. Et donc je faisais une mission de transformation avec Octo pour une mutuelle. Et on avait 2 jours avec le CODIR. Et dans ces 2 jours, on a fait intervenir Betsy sur de la mindfulness. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose de vraiment chouette, avec à la fois ce groupe et à la fois entre nous. Et on s'est dit, là, vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment chouette. L'agilité d'un côté, qui est la gestion de la complexité, et la mindfulness, et on va le voir, cette mindfulness qui n'est pas là juste pour du bien-être, mais de la pleine conscience, c'est-à-dire pourquoi j'agis, et de manière en profondeur, de se poser la question de qu'est-ce que j'incarne et pourquoi je le fais, sont venus se rapprocher. Alors, du coup, au final, on a construit avec Betsy un workshop qui dure une journée, et dans cette journée, on peut accompagner un codir agile, un codir, à comprendre ce qu'est l'agilité. Et ce que je vais vous présenter, c'est ici un framework, un exemple de ce que vous pouvez faire. Mais encore une fois, il y a plein de manières de faire. Ce matin, par exemple, j'ai assisté à la conf de Laurent Sarrazin, et ce qu'il nous a présenté pourrait totalement entrer là-dedans. Donc, à vous de voir. Voilà, je vous présente quelque chose et puis à vous de voir si ça peut vous aider. Les 3 building blocks, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait une espèce de warm-up. Vous allez voir, c'est pas très, très sorcier. Puis, une phase de awareness. Alors, désolé, j'ai écrit ça en anglais. Je m'aperçois que c'était à l'époque, je l'ai écrit en anglais, puis j'ai oublié de le traduire. Une phase où je vais injecter de la connaissance autour de l'agilité, et puis une phase d'engagement du codir. Et je vais balayer ces 3 étapes petit à petit. Donc le warm-up, évidemment, un icebreaker, vous faites ce que vous voulez. Là, vous avez un exemple de Picasso, mais bon, c'est toujours bien de faire en sorte que des gens du CODIR puissent un petit peu se détendre avant une journée entière consacrée à l'agilité. Et puis, assez rapidement, de rentrer dans pourquoi ils sont là. Ce qui n'est pas forcément toujours une évidence.
qu'est-ce que c'est que l'agile pour vous? Donc, prenez des post-it, évidemment, travaillez de manière individuelle et dites-nous, répondez aux questions. Qu'est-ce que je sais de l'agile aujourd'hui et qu'est-ce que je veux savoir ou clarifier? Juste un point quand même, je l'ai placé là, mais j'aurais pu le placer ailleurs dans la presse. Euh, J'en veux un peu à Jeff Sutherland d'avoir sorti ce bouquin-là, en tout cas ce titre-là, quoi. Parce qu'en fait, ce que les gens ont compris de l'agilité, c'est juste, la plupart du temps, c'est que ça nous permet d'aller plus vite et pour moins cher. Et je me suis aperçu en ayant fait plusieurs fois cet atelier-là, que le trois quarts du temps, les gens disent ça, quoi. C'est-à-dire plus vite et moins cher. Le deuxième, on va dire, workshop de cette partie warm-up, c'est le sentiment d'urgence. Et vous savez, ça, c'est Kotter qui le dit, ça fait partie de ces étapes. Si on veut adresser le changement, la première des choses, c'est qu'il faut augmenter le sentiment d'urgence, parce que s'il n'y a pas de sentiment d'urgence, il n'y a pas de changement. Si on n'a pas besoin de changer, si on ne sait pas pourquoi on veut changer, pourquoi le faire? Il m'est de ne pas le faire, cette partie-là, et je l'ai toujours regretté, c'est-à-dire que de temps en temps, quand on prépare un atelier comme ça avec un client et on dit on va commencer par un sentiment d'urgence, par faire émerger ce sentiment d'urgence au sein de votre codir, il m'est arrivé au tout début qu'on me dise non mais vous inquiétez pas, ils savent pourquoi ils sont là, ils connaissent le sentiment d'urgence. Et systématiquement, j'ai regretté de ne pas le faire. Parce qu'au pire, ça va très vite. Vous voyez, c'est que 30 minutes et au pire, ils sont tous d'accord. Et en fait, mon expérience, c'est que c'est jamais le cas. Et en tout cas, il sort souvent des choses hyper importantes auxquelles vous allez pouvoir vous raccrocher quand vous allez pouvoir expliquer un peu plus loin qu'est-ce que c'est que l'agilité. Vous voyez ici à droite, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est un codir que je connais très très bien puisque c'est le codir dans lequel je suis aujourd'hui qui a écrit ça. Et quand vous avez les deux premiers, ne serait-ce que les deux premiers, to survive and have fun, ben, ça vous donne des drivers pour ensuite ancrer le changement. Et se dire, bah oui, franchement, vous voulez changer et vous voulez introduire de l'agilité, vous avez compris pourquoi. Voilà. Donc vous pouvez le faire, vous connaissez certainement les liberating structures, vous pouvez le faire sur un format one to for all, c'est-à-dire je donne du temps à une personne, puis elle se met avec une autre, puis après ils se mettent par couple, et après on partage avec le groupe. Et ça doit aller très très vite. Et généralement, ce que je demande, c'est pas plus de 7 raisons du sentiment d'urgence, parce que déjà au bout de 7, on a déjà beaucoup d'informations. Voilà, donc ici, on vient de terminer finalement la phase de warm-up, hein, qui est, on s'est mis un petit peu en mouvement, et puis on se rappelle le pourquoi on est là. On va rentrer dans la phase de comprendre ce que c'est que l'agile. Alors, pour expliquer finalement, j'ai commencé dans certains ateliers à expliquer ce qu'était l'agilité, et puis je me suis aperçu que ça leur parlait pas, c'est-à-dire que ça devenait très rapidement jargonnant. On a nos jargons de Scrum, d'itération, et assez rapidement rentrer finalement dans les pratiques. Et même si on veut essayer de parler du mindset, ça leur parlait pas, quoi. Et je suis tombé sur un truc finalement que vous voyez là en plein milieu, que je vais vous. Du coup, d'habitude, je le fais vraiment quand je suis dans une salle, je demande un paperboard et je le fais. Et du coup, hier, je me suis amusé à vous le faire au format électronique parce que je préfère le faire en papier, mais bon, peu importe. Et j'explique ça au travers de la chaîne de valeur parce que ça leur parle. Un codir, la chaîne de valeur, ça leur parle. Alors ici, c'est la chaîne de valeur du logiciel, mais peu importe. Donc évidemment, on a des clients. Hein. En l'occurrence, ici, ce sont des clientes, puisque notre système, on a plus de clientes que de clients. Et pour ces personnes-là, généralement, il y a des gens qui ont des idées, des services à leur donner. Il y a des gens qui vont traduire ces idées, qui vont écrire des specs ou ce que vous voulez, ou des user stories aujourd'hui. Et puis, on va avoir une phase de dev. On va transformer ces idées, ces mots en code. Évidemment, on va vérifier que ça marche et puis on va le livrer en production. Alors, cette chaîne de valeur, tout le monde la comprend. Évidemment, on va avoir des gens qui sont dédiés quasiment à chacune des tâches. Et puis, au fil du temps, donc là, on va un peu expliquer ce qui s'est passé dans les 40 dernières années de l'informatique. C'est que finalement, on a fait ce qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire du taylorisme. On a optimisé cette chaîne de valeur en
créant des expertises, donc du métier, de la MOA, des devs, de la QA, de la prod. Dans certaines organisations, il en manque au milieu. Vous pouvez rajouter autant de proxy que vous voulez, de la MOA, enfin bref, peu importe. Là, j'ai fait simple. Et puis, on va même, ces dernières années, essayer d'optimiser nos coûts en déplaçant de la main-d'œuvre, en se disant, bah, tiens, des pisseurs de code, on peut aller les prendre ailleurs. Et donc, je vais essayer de faire tout ça. Et puis est arrivé Internet, évidemment début des années 2000, et ça a changé énormément de choses puisque les projets deviennent plus compliqués. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, il y a le fameux ATAWAD, vous savez, Anytime, Anywhere, Any Device. Mon service, il doit être disponible un petit peu de partout. Et en plus, je dois avoir une vision 360 pour mon customer, soit avoir la vision 360 du customer, soit lui donner à lui la capacité d'interagir avec l'ensemble de mes services. Et ça perturbe énormément notre manière de faire du logiciel. Là où on y arrivait à peu près, là, ça devient complètement confus. Et finalement, ce qu'on observe, ce sont des gaspillages, une faible qualité, une perte de motivation, une perte de la maîtrise. Et je suis désolé parce que j'ai une petite truc de Rémo au-dessus, donc je ne vois pas ce que j'ai écrit en dessous. Et au final, bah, ça ne marche pas bien. Donc, on a trouvé un peu une parade à ça, c'est l'agilité, c'est-à-dire on va réunir des équipes, on va les colocaliser et on va travailler sur la pluridisciplinarité. Et puis d'ailleurs, les frontières entre les expertises deviennent de temps en temps un peu floues. A-t-on besoin d'un QA dans une équipe? Peut-être pas. Avec le DevOps, on voit qu'on va diminuer la distance avec la prod. Et puis, en fait, l'agilité, c'est un peu ça, c'est gérer la complexité et aussi enlever ces barrières, ces silos, donc désiloter, travailler aussi sur la pluridisciplinarité et quelque chose qui n'est pas écrit ici, mais c'est évidemment, on le sait, l'amélioration continue, parce que ce qu'on est dans des boucles d'amélioration continue. Alors, finalement, pourquoi ça marche mieux? On peut faire rapidement deux analyses. La première, c'est que avec le modèle traditionnel, finalement, le feedback, je l'avais que du chaînon précédent, globalement. Et vous avez certainement, beaucoup d'entre vous, travaillé dans des entreprises où les devs, par exemple, ne connaissent même pas ce sur quoi ils travaillent, ils ne connaissent même pas les gens du métier, quoi. Ils reçoivent des specs par mail ou par transfert de fichiers et ils ne savent même pas qui a écrit. Moi, ça m'est arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je disais, mais qui t'a écrit? On me disait, c'est la MOA. Oui, mais c'est qui? Moi, je sais pas. C'est moa@l'entreprise.com, quoi. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et donc, les feedbacks, on les a pas. Alors qu'en fait, le feedback, le seul intérêt que l'on ait démontré en agilité, c'est que le feedback, il vient de l'utilisateur. Et que tout le monde a intérêt à avoir le feedback de l'utilisateur. Même des gens de la prod, même des gens, même, et évidemment les devs, enfin, tout le monde dans l'équipe doit avoir ces feedbacks-là. Donc, la première raison pour laquelle ça marche, c'est que on a du feedback de la part de tout le monde. Et ça, les managers, ils comprennent tout de suite. Et il y a des gens qui sont venus me dire, en fait, je comprends pourquoi mes équipes de recherche et développement dans mon entreprise sur du produit quelconque ne fonctionne pas parce qu'en fait, j'ai créé ça dans ma direction. Et la deuxième analyse qu'on peut faire, elle est sur ce qu'on va appeler le sentiment d'urgence. D'appartenance, excusez-moi, sentiment d'urgence, c'était avant. Sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, on dit souvent, et de plus en plus, les gens ne savent pas à qui ils appartiennent et il y a un manque. Un des drivers, c'est le sens. C'est pourquoi je fais les choses. Alors, oui, on peut donner du sens au niveau de l'entreprise, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est souvent celui qui se trouve juste autour de nous aussi. C'est-à-dire la dizaine, vingtaine de personnes avec qui je travaille. Et quand on a des organisations qui sont comme ça silotées, le sentiment d'appartenance, il est sur le département ou la direction. Alors qu'en fait, le sentiment d'appartenance, il doit être au niveau de l'équipe, au niveau du produit. Et ça change tout. C'est-à-dire que peu importe à qui j'appartiens dans l'entreprise en termes de hiérarchie, ce qui compte, c'est que le sens mon sens, c'est le produit que je suis en train de réaliser et pour le client que je suis en train de servir. Et la valeur que je dois délivrer, elle est là. Et elle n'est pas juste de vérifier que j'apporte de la valeur dans mon département. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire
ça, je me suis aperçu que les gens comprenaient pourquoi on faisait de l'agilité, sans même avoir dit une seule fois le mot itération, le mot backlog, le mot product owner. Ils comprennent qu'en fait, on vient désiloter, on vient renforcer le sentiment d'appartenance, donc de confiance entre les gens, et ils se disent, ouais, ça vaut le coup de tester ça, quoi. Et après, le comment, finalement, pourquoi, pourquoi on en parlerait, nous, ça nous intéresse pas tant que ça. Je me suis aperçu aussi que c'était super intéressant de leur parler d'un bouquin qui s'appelle Team of Teams. Il y en a plein, mais celui-là, il a l'avantage, c'est qu'il ne parle pas d'informatique aussi. Et que du coup, bon, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Hein, allez regarder, c'est le général Stanley McChrystal qui explique comment l'armée américaine s'est réorganisée pour combattre Al-Qaïda, qui est finalement sur un modèle de team of teams, c'est-à-dire de petites équipes, de cellules qui fonctionnaient très bien. Et comment on va dans un monde complexe dans lequel on vit, on voit bien encore plus complexe en ce moment, sortir d'un modèle command and control. Et pourquoi c'est intéressant et comment on le fait pour apporter ce qu'on va utiliser comme mot d'ailleurs, qui est peut-être même plus juste que l'agilité, qui est l'adaptabilité. C'est comment je vais m'adapter et comment je vais faire en sorte de m'adapter à ce contexte-là, cette complexité-là. Voilà, bon, je vous recommande cette lecture et généralement j'offrais ce bouquin à l'ensemble des membres du CODIR. C'est pas dit qu'il l'ait lu, mais en tout cas au moins certains l'ont peut-être lu. Voilà, donc ça permettait de définir un terreau pour que les gens puissent à peu près avoir dans la journée une compréhension commune de ce qu'on mettait derrière le terme d'agilité. Et puis à ce moment-là, je faisais une futurspective ou une futurospective, il y a peut-être une erreur dans mon titre. Je leur disais, écoutez, je vous expliquerai plus tard comment on fait de l'agilité. Mais là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 1 heure pour simplement répondre à la question suivante. Je leur dis, voilà, moi je suis spécialiste de l'agilité, je suis venu chez vous et j'ai mis en place l'agilité. Et c'est un super succès, quoi. Ça déchire. En 3 ans, quoi. C'est un méga succès. Et en fait, c'est visible par toutes les parties prenantes, mais surtout c'est visible même de l'extérieur. Et ça va faire la une du journal télévisé. Donc là, je veux que vous me racontiez, faites une vidéo, donc vous mettez par groupe de 4-5 personnes, vous faites une vidéo de cette une et qu'est-ce que ça va donner? Et vous avez 1 heure. Alors, la première fois que je l'ai fait, ce truc-là, je vous avoue, j'avais un peu la pétoche en me disant, mais ça se trouve, on va dire, tu sors. Nous, c'est hors de question qu'on fasse ça. Et en fait, ça a toujours fonctionné. Surtout, c'est très énergisant. Et il y a des choses fantastiques. J'aurais pu vous montrer, là, j'ai pas osé parce que normalement, je montre un bout de vidéo, mais là, je me suis dit avec les connexions, les problèmes de connexion avec Remo, tout ça, j'étais pas sûr que ça passe. Mais généralement, c'est assez phénoménal parce que les gens vont commencer à parler non pas du comment, mais eux, comment ils perçoivent l'agilité et qu'est-ce qu'ils se disent que ça peut être d'un point de vue business, l'agilité. Et ça vous donne des éléments incroyables pour pouvoir ensuite ancrer l'agilité dans l'entreprise. Donc ça marche. Et puis, bon, fatalement, à un moment donné, donc ça c'est la fin de la matinée, on arrive à expliquer comment faire de l'agile. Donc là, on va passer très rapidement, expliquer le manifeste, les valeurs, c'est important d'expliquer les valeurs, les rituels, mais vraiment très rapidement parce que enfin moi en tout cas, peut-être que j'étais pas assez charismatique, mais je perdais assez rapidement, c'est-à-dire que ça les ennuie, quoi. Normalement, ils veulent comprendre, hein, mais en vrai, ça les ennuie. Donc, on passe assez rapidement sur comment faire l'agilité, et puis surtout, là, dites que vous savez faire et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis, passer assez rapidement sur comment être agile. Donc là, généralement, c'était le moment où il y avait déjeuner juste avant, on finissait sur comment faire de l'agilité, on déjeunait, et puis on fait maintenant une explication de comment être agile. Et vraiment, c'est ce que vous savez déjà, mais commencer à vraiment rentrer dans des choses un petit peu challengeantes sur expliquer les mythes des estimations. Expliquez-leur que faire des estimations en jour homme, c'est débile. Attendez.
Il me reste 1 minute, super. Que ça n'a pas de sens, que c'est peut-être utile, mais que ça n'a pas véritablement de sens parce que 2 jours hommes ne valent pas les mêmes choses en fonction que vous ayez des super développeurs ou pas. Quelle heure que de toute façon, même eux, d'un point de vue business, ils n'y arrivent jamais à prédire des choses de manière très très précise. Une estimation ne reste qu'une estimation. Expliquez-leur que finalement, c'est important de prioriser par la valeur, mais que c'est super compliqué et que eux devraient le savoir, puisque c'est à eux de prioriser par la valeur. Voilà, insister sur tout un tas de choses qu'on insiste traditionnellement sur quand on parle de l'agilité et des fameuses et du mindset agile. Expliquer l'importance d'essayer de passer dans un climat de confiance. Voilà. Donc généralement, il y a pas mal de questions autour de ça. Et puis, essayer d'avoir un modèle simple pour qu'ils le retiennent. Moi, j'aime bien celui d'Alistair Cockburn, mais il y en a d'autres. J'aime bien celui-là parce que, pas la version compliquée, mais cette version-là qui est, finalement, l'agilité, ça sert à délivrer, à réfléchir, à se poser pour avoir des temps d'introspection, pour savoir comment on bosse ensemble, surtout comment on va s'améliorer, et surtout, c'est une question de collaboration. S'ils retiennent ça, par exemple, c'est génial ici. Voilà, donc là, on en est dans la phase où, ça y est, a priori, ils ont un petit peu touché du doigt de ce que ça veut dire que de faire de l'agilité et qu'être agile. Et donc, on a travaillé un petit peu sur le mindset. Et c'est le moment où c'est arrivé que je m'arrête là. Et pour tout vous dire, généralement, c'est assez frustrant parce que derrière, ils ont passé potentiellement un bon moment, mais il se passe plus grand-chose, quoi. Et là, ce que disait ce matin Isabelle m'a pas mal intéressé, c'est finalement, si on veut changer, c'est profond et c'est impactant. Et donc, du coup, la question, c'est comment on les engage. Et c'est là qu'on a commencé à travailler vraiment avec Betsy. Donc, la première des choses qu'on leur a demandé à ce moment-là, c'est de dire, ben, OK, maintenant que vous avez compris, quoi, et que vous voulez aller vers cette transformation parce qu'elle est là, vous savez pourquoi, pour survivre, pour transformer votre entreprise, de quoi vous allez passer, quoi. C'est ce qu'on appelle un workshop autour du from to. De quoi? Qu'est-ce que je laisse pour aller vers quoi? Et essayer de faire en sorte que là, il y ait une espèce d'alignement. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais véritablement sur une transformation forte et qui comprennent que ça va les impacter eux. Donc, vous voyez des choses du style not align vers courageous and constructive criticism et avec la notion de feedback. The approval vers alignement. The hero people vers develop value to grow employee. Et là, on a des choses vraiment très fortes qui sortent et sur lesquelles, à nouveau, l'agilité va pouvoir s'appuyer pour transformer l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce travail-là, 45 minutes, vous pouvez les engager à prendre un de ceux-là. Donc, vous sélectionnez un de ces paradigm shifts et d'aller juste un cran plus loin et de se dire, au fait, en tant que groupe, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et donc, prenez le premier, par exemple, j'en sais rien, très souvent, il y a, mince, je le fais dans le, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà. Par exemple, prenons le cas d'un paradigme shift qui est passer de la méfiance à la confiance. Poser la question à chacun, OK, ça serait quoi développer pour toi ce nouveau paradigme de la confiance? Et vous faites-les travailler ensemble. À nouveau, réutiliser les liberating structures pour ça, ça a souvent un grand. Et faites, par exemple, là ici, vous voyez, on a utilisé à la fois le one to for all et la troïka qui permet d'avoir une écoute généreuse, puisque je ne peux pas intervenir tant que l'autre n'a pas terminé, d'autant plus qu'il me parle dos à dos. Et donc, on les fait travailler là aussi avec des pratiques qui vont renforcer quelque chose qu'on aime beaucoup en agilité, qui est une communication et une collaboration forte entre les individus, aussi de toucher un petit peu du doigt. Une fois qu'ils ont travaillé dessus, finalement, on se dit, mais c'est quoi? Vous êtes le codir. Vous voulez que ça transforme. Vous voulez qu'il y ait une transformation et du coup, vous êtes les premiers à être impliqués dans cette transformation. Si ça ne passe pas par vous, ça ne passera jamais. Et donc, comment vous allez incarner, vous, chacun d'entre vous, le CFO, enfin le directeur des finances, la DRH,
le patron de l'IT évidemment, mais aussi le patron du marketing et le patron de la boîte, comment vous allez incarner ce leadership qui est agile. Et là-dessus, on fait un petit peu d'éducation sur le fait que que tout vient des émotions et que en tant que leader, je vais émettre des émotions et la plupart des personnes vont me regarder parce que je suis leader, parce que je suis membre du CODIR. Et donc, j'ai un impact encore plus fort. Et donc, le point là-dessus, c'est de leur dire, vous allez devenir les acteurs de ce changement. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous allez en faire et quels sont vos outils pour incarner cette transformation-là. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on les a fait, alors ici c'est une presse de méditation collective, mais on a fait engager individuellement chacun des membres du CODIR sur une quinzaine de minutes au travers de méditation et en posant des questions assez puissantes qui sont: quel genre de leader suis-je aujourd'hui? Et surtout, quel leader je vais être demain dans ce nouveau paradigme? Est-ce que je vais devoir changer quelque chose en tant que leader? Moi, directeur de la finance, est-ce que demain, ça veut dire quelque chose pour moi? Est-ce que je vais jouer un rôle là-dedans? Et c'est hyper important de les engager là-dedans. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le directeur de la finance joue un rôle fondamental dans le fait d'introduire l'agilité dans une entreprise, parce que c'est souvent les meilleurs alliés pour mesurer la valeur, pour nous aider à faire ce travail sur la priorisation par la valeur. Et idem pour la DRH, et idem pour les autres. Et donc, un travail individuel puis collectif. Alors, on l'a pas fait systématiquement, mais lorsque les CODIR, lorsque ça se prêtait, lorsqu'on sentait que le CODIR était mûr, à ce moment-là, et vous voyez Betsy, on la voit pas très bien, elle est de dos ici, mais elle animait ce qu'on appelle un cercle de parole. Donc la définition est ici précisée, c'est consiste à réunir des personnes pour partager de manière authentique. Il y a un bâton de parole au milieu de ce cercle-là, et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens puissent se parler de manière authentique sur finalement cette agilité-là que l'on pense est nécessaire. Est-ce que moi, je suis en capacité au sein du CODIR d'expliquer pourquoi c'est important pour moi, ou alors, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Ou alors, est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai des craintes? Est-ce que je peux partager de manière ouverte avec le reste du CODIR ce qui fait que je vais soutenir ou pas cette transformation-là? Là, je vais être assez humble, ça demande de bons talents, de facilitateurs, de coach en mindfulness, et Betsy est fantastique pour ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rarement vu une partie de ce workshop fonctionner aussi bien que ça, quand c'est bien amené, quand les gens sont mûrs pour pouvoir en discuter. Et on va assez loin avec ça. Donc là, on en est finalement dans la fin de la journée, généralement. Hein, on les a bien essorés à la fin de cette journée-là, mais les personnes sont normalement d'avoir compris ce que c'est que l'agilité, pourquoi on le veut, et surtout quel rôle, moi, leader, je vais jouer là-dedans, et comment je vais m'ancrer dans un collectif qui est celui du CODIR pour pouvoir favoriser cette nouvelle transformation dans l'entreprise. Évidemment, un wrap-up, là je passe très rapidement, mais on fait souvent ROTI, un Return on Time Invested, ça c'est généralement pour flatter notre propre ego, mais la chose la plus importante dans ce wrap-up, très vraisemblablement, ce sont les points numéro 2 et numéro 3, ce sont les messages clés. Qu'est-ce que j'en retire? Vous savez, il y a des liberating structures pour ça. Mais surtout le vote de confiance. C'est-à-dire, est-ce que entre nous, on peut se dire, est-ce qu'on a confiance que ce qu'on vient d'apprendre là, on va pouvoir le mettre en œuvre? Est-ce que cette transformation à l'échelle de l'entreprise, on va pouvoir la jouer? Alors évidemment, un vote de confiance, c'est jamais, il y a toujours des biais de groupe, et souvent c'est le reflet de
la capacité d'un collectif et même d'un codir d'être en confiance eux-mêmes pour pouvoir parler. Mais ça introduit à nouveau une notion qui est chère à l'agilité, qui est cette capacité à se partager et à se donner du feedback sur notre ressenti. Et sans cela, je pense qu'il n'existe pas d'agilité. Alors, je regarde, j'ai des notifications de la part. Il reste 5 minutes, super. Alors, qu'est-ce qu'on en a appris, je dis on, parce que c'est aussi avec Betsy, qu'est-ce qu'on en a appris? La première des ne négociez pas avec le diable, c'est-à-dire moi, je refusais à la fin, d'ailleurs j'interviens encore, donc je refuse de faire une conf de 2 heures parce que ça n'a pas d'impact. C'est soit vous faites une journée pour vraiment embarquer le codir, parce que ça vaut vraiment le coup, soit passez votre chemin. Désolé pour la photo, là, j'ai pas les droits. Mais la phase de préparation est cruciale et c'est hyper important de discuter avec le sponsor et non pas l'émissaire du sponsor. C'est-à-dire, très vraisemblablement, c'est le patron du codir, le patron de l'entreprise avec qui il va falloir discuter pour vous assurer que vous êtes aligné sur le fait que vous allez les amener assez loin là-dedans. Et ne restez pas au niveau des émissaires. Je suis désolé, mais enfin, j'ai pas de problème avec les émissaires. De temps en temps, il y a des personnes qui viennent me voir. Bon, en fait, je suis émissaire et j'aimerais quand même vous faire intervenir. Oui, mais je n'interviendrai pas si j'ai pas la connexion directe, parce qu'à ce moment-là, je vais sentir si il y a la possibilité d'aller très loin avec ce codir, avec ce groupe. Restez aligné avec vous-même. Un expert du coaching, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez ce que vous allez faire. Et aussi, ce que je vais vous dire, c'est que ne dites pas exactement tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que toute la partie sur l'engagement, évidemment qu'on n'a jamais dit au codir exactement ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire parfois des méditations, parfois des cercles de parole, parce que je pense qu'ils n'y seraient pas allés la plupart du temps, et notamment les émissaires ont peur de comment vont réagir des directeurs, alors qu'en fait, une fois qu'ils sont dans l'action, ça ne pose pas de problème. Mais en amont, ils en ont peur. Pain is good, ça c'est du zen. Hein. De temps en temps, ça fait du bien d'être confronté à la douleur. Insister sur les alignements qui sont des situations de douleur, parce que c'est souvent source de discussion et c'est là qu'on va craquer des choses importantes et qui ferait que s'il n'y a pas ces discussions-là à ce moment-là, l'agilité dans l'entreprise, ça va être juste un prétexte pour aller plus vite et moins cher, mais pas pour en tirer tous les bénéfices. Et puis se rappeler avec beaucoup d'humilité que là, généralement sur une journée, on plante une graine, mais vraiment toute petite, et que ça va nécessiter pas mal de temps, de revenir sur des concepts, de vraiment passer du temps avec ces gens-là au quotidien plus tard, de les accompagner, parce que c'est vraiment dans des périodes où ça va être un peu plus compliqué. Vous le savez que va revenir au galop le command and control et l'incompréhension face à certaines situations. Voilà. Alors, à titre personnel, je trouve qu'il y a un vrai lien entre agilité et pleine conscience. Pour être franc, c'est un chemin personnel qui est radical. J'en ai fait finalement une philosophie de vie aujourd'hui. Et voilà, j'engage des gens qui veulent discuter à en discuter. C'est vraiment personnel. Il y a des gens qui peuvent ne pas faire ce lien-là et c'est OK pour moi. En tout cas, moi je trouve qu'il est intéressant. Voilà, et du coup, je lis plus les mêmes bouquins aujourd'hui. De temps en temps, on me demande quelles sont mes lectures. Ben voilà, je vous donne quelques lectures récentes que je trouve absolument fantastiques. Il y a un intrus, mais c'est pas pour rien qu'il est là, que je trouve absolument très lié avec tout ça. Namasté. Voilà. Et je vais arrêter en mode présentation et je vais essayer de voir s'il y a des questions. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup. Donc voilà, tu vas pouvoir le voir, on va pouvoir rester à peu près 5 minutes. Donc je te laisse choisir les questions, au moins 2 questions. Allez, sur lesquelles tu souhaiterais apporter des réponses. Pour la partie warm-up, sentiment d'urgence, en quelques termes, la question est posée, en quels termes la question est posée aux participants. Je ne l'ai pas mis là-dedans, je ne me rappelle plus si je l'ai mis, mais
c'est en gros pourquoi il est absolument nécessaire de vous transformer. Et en quoi l'agilité peut vous apporter quelque chose. Alors attendez, sentiment d'urgence, je dois l'avoir ici. Je retrouverai exactement je pourrais répondre par ailleurs à cette question, de savoir exactement comment les poser. N'y a-t-il pas des réticences à faire du mindfulness en entreprise? Si, il y en a beaucoup. Et moi, ça me défrise. Parce que, en fait, je pense que c'est véritablement la compétence du 21e siècle qui est se poser la question de pourquoi je fais les choses. Et le but, c'est pas de faire de la méditation. La méditation est une action de enfin, c'est une technique de pleine conscience. Mais là, si les personnes se posent les bonnes questions, mais pour moi, la mindfulness, c'est véritablement pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais. Et du coup, franchement, c'est presque ça se rapproche vraiment du lean. Hein, c'est finalement quand on limite sa WIP, c'est la même chose. Et quand on priorise par la valeur, c'est la même chose. C'est véritablement cette notion de pourquoi je fais les choses. Et je comprends pas pourquoi des entreprises se passent de ça. Je sais que de temps en temps, c'est vu comme étant quelque chose qui va venir qui va empiéter sur la liberté individuelle. Moi, je pense pas, c'est-à-dire que c'est un outil comme un autre. Des gens peuvent le prendre ou pas, c'est une méthode comme une autre. Enfin, c'est plutôt une philosophie, mais je trouve dommage de ne pas de s'en priver en entreprise. J'essaie de pousser mon entreprise en ce moment pour prendre cette vague-là. Comment faire quand la société est en V agile, cycle en V plus agile? Le management cela. Comment atteindre le CODIR, COMEX, pour leur faire comprendre que les devs n'en peuvent plus? Comment, je sais pas. En tout cas, il faut atteindre tout en haut, quoi. Moi, j'ai souvent dit à des entreprises, le seul moyen dans ces contextes-là, c'est d'aller taper le plus haut possible. C'est-à-dire que si vraiment c'est comme ça que ça se passe, si vraiment c'est du middle management, parce que je l'ai vécu moi aussi, hein, eh ben, il faut aller trouver tous les moyens pour taper le plus haut. Et des fois, c'est de l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes. Des fois, je sais pas, mais faut trouver. Comment engager des membres du CODIR qui sont déjà persuadés d'être agiles, faire de l'agile, et que c'est en bas que se situe le problème? Comment je peux répondre? Je ne sais pas si c'est un problème. En tout cas, j'ai rarement rencontré des contextes comme ça. Ah si, remarquez, j'ai déjà rencontré un contexte comme ça. Et le 3/4 du temps, de m'assurer que eux-mêmes, et donc de travailler avec eux, et là on est plutôt sur du coaching, de les regarder faire et de poser souvent la question de pourquoi ils agissent comme ça. C'est-à-dire que peut-être qu'ils le feront. En tout cas, moi, par exemple, si vous me demandez, j'ai l'impression d'être agile et de perpétuer les valeurs de l'agilité. Et ça s'incarne. C'est-à-dire que c'est pas si je m'aperçois qu'aujourd'hui j'ai des comportements, et il faut observer les comportements de ces leaders. Est-ce que ces leaders, les comportements de ces leaders sont alignés avec ce qu'ils prônent ou pas? Si vous voyez des divergences entre le comportement et les paroles, alors à ce moment-là, vous avez un point d'entrée pour en discuter avec eux.